RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. De la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique du Sud. Merci à vous de rester connectés et branchés sur les antennes de la RTGA, vous qui nous suivez à travers Canal+, via le canal 595, via TNT, voire même via cette application Blue, Blue OTT qui réunit toutes les chaînes congolaises sur cette application. Donc, comme je disais, bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que ça va bien. Les pluies sont de retour, donc il fait de plus en plus chaud. Donc, si vous ne vous laviez pas pendant la saison sèche, s'il vous plaît, il faut vous remettre à la douche déjà, parce que sinon, ça va être compliqué pour les autres. Comme je le disais tantôt, très heureux de vous retrouver. Donc, on va discuter d'un sujet très intéressant ce matin, avec des invités toujours aussi intéressants, toujours aussi pertinents. Numéro, on a vu César Nassé, il y a un numéro RTL, il y a un numéro Orange. Sentez-vous très très à l'aise. Rajoutez des questions, rajoutez des préoccupations. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'un invité est en train de dire? Notre problème, vous pouvez toujours nous écrire ou nous envoyer des messages, parce que Carrefour et Zaka a bisauté. Carrefour, c'est aussi vous. Donc, alors, la jeunesse congolaise face au miroir des promesses non tenues. Voilà le thème dont on va développer ce matin, la jeunesse congolaise face au miroir des promesses non tenues. Donc on va avancer avec ça ce matin. J'aurai avec moi de magnifiques invités. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, une première mais pas la dernière. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Malgré qu'il fait chaud et les embouteillages, mais Dieu permet que nous puissions être là. Je t'assure. Alors, votre petite présentation, vous, comment on vous appelle? Où est-ce qu'on vous retrouve? Ok, moi je me nomme Michael Ebongia, président honoraire de la faculté des sciences informatiques et vice-président des étudiants de l'université protestante au Congo. Merci beaucoup, cher Mike. Et celui qui est à tes côtés, bonjour ça. Bonjour Monsieur Charlie, en tout cas c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui. Pour ce qui est de ma part, je suis Brown et Mongo, José, et à ce titre en réalité je vais me présenter comme ambassadeur d'éloquence. Ok, comme ambassadeur. D'accord, merci cher José. Très heureux de te retrouver ce matin, on espère que c'est vraiment pas la dernière fois. Et la seule dame ce matin, bonjour Anna. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais très bien, merci vous. Magnifique. Alors, ta présentation à toi aussi? Je suis Annette Monjo, étudiante en sciences politiques et relations internationales et leadership académique de l'université. Je suis créatrice de contenu éducatif sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, je suis conférencière, je suis activiste pour le droit de la femme et de l'enfant et je suis la présidente de la structure naissante, Awareness Foundation, sur l'environnement et le réchauffement climatique. Merci beaucoup Anna. Vous l'aurez compris, on a toujours des profils toujours aussi variés et toujours aussi intéressants. Je vais commencer par toi, donc Mike, la jeunesse congolaise face à des promesses non tenues, que ce soit des promesses de la vie, des promesses en famille, voire par l'État, voire par nos institutions. Alors, évidemment, il y a un sujet qui fait couler évidemment beaucoup d'encre. En ce moment, ce sont les consultations de la jeunesse. Alors, pour toi, c'est devenu une routine sans impact réel ou tu as quand même un petit espoir que ça peut produire quelque chose? Bon, pour moi, j'ose croire qu'on n'aura rien comme action au niveau du gouvernement. Alors, qu'est-ce que la jeunesse doit faire? C'est d'agir. Parce que il y a le gouvernement ou le ministère de la jeunesse à y avoir, voire même des tables rondes. Et jusqu'à présent, nous avons trouvé aucune action venant du ministère. Et nous, la jeunesse, ce que je vais conseiller à nos frères et sœurs, c'est d'agir maintenant. Parce que si nous continuons d'attendre, on va perdre le temps et puis le Congo va
va tomber en baisse, si je peux le dire ainsi. Voilà un peu ce que... José, je t'ai vu sourire, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais je crois que c'est dans la même perspective C'est que ok. lui. Mais avant d'aborder la question relative à la consultation, si vous me permettez effectivement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la jeunesse sans pour autant parler de sa responsable. Et la responsable de la jeunesse aujourd'hui, évidemment, c'est Madame Grace-Coutinho. Yeah. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de jeunesse sans Grace-Coutinho. Ok. Qu'on les déteste ou pas, c'est elle qui est... Quand tu dis qu'il n'y a pas de jeunesse sans elle, c'est parce que c'est la ministre. Non mais aujourd'hui, on ne peut surtout pas entendre une jeunesse congolaise sans Ok. pour autant faire référence à Madame Grace-Coutinho. Ah, it's ok. Étant donné qu'elle est aujourd'hui les portraits de jeunes Congolais. Ok. Donc, avant d'aborder la question sur les consultations, je voudrais effectivement demander à Madame Grace-Coutinho de prendre toutes les mesures dragoniennes et voir par mesure du possible comment révoquer son directeur de communication. Ok. Ça, en tout cas, c'est intéressant. Intéressant, ouais. Ce que je dis aujourd'hui, c'est très important. Je demande à la ministre de la Jeunesse, Madame Grace-Coutinho, de révoquer son directeur de communication, son conseiller en communication, pour l'avoir entraîné dans une bourde qui a terni et pollué l'image de la jeunesse congolaise. Effectivement, aujourd'hui, sa dernière sortie médiatique sur Top Congolais, ça désirait sur l'aspect formel. It's ok. Même si j'avoue en réalité qu'on ne dirige pas un État avec la grammaire, on ne dirige pas un État avec la conjugaison, encore on ne dirige pas un État avec les accords grammaticaux. Yeah. Mais c'est important aujourd'hui d'avoir la maîtrise du français, étant donné que c'est notre langue officielle. Ok. Surtout que lorsqu'on est ministre, ça ce n'est pas un choix, mais c'est un devoir. Et je crois d'ailleurs que lors de sa dernière sortie médiatique, Madame Grace-Coutinho n'était pas obligée, n'était pas asservie à parler français. Ok. À sa place d'ailleurs, j'aurais Utiliser les bien Kikongo. j'aurais bien préféré parler en lingala pour permettre encore ce rapprochement Yeah. entre les jeunes et moi. C'est ainsi que je rebondis sur la question relative aux consultations. Vous savez aujourd'hui que je m'étais d'ailleurs abstenu Ok. d'opiner sur les consultations parce que cela devient une récurrence, cela devient une répétition, un refrain et une cadence. Yeah. Mais je m'étais finalement décidé d'intervenir parce, Bah, que il le faut. parce que la ministre est restée sur ses qui-vive, la ministre est restée sur sa position. Mais aujourd'hui, ces consultations sont inutiles, Ok. ces consultations sont inopportunes dans la perspective où les problèmes des jeunes aujourd'hui sont identifiés. Les jeunes ont besoin d'emploi, les jeunes ont besoin de formation, les jeunes ont besoin d'être encadrés, Yeah. les jeunes ont besoin finalement de retrouver le goût de l'éveil patriotique. Force est de constater malheureusement qu'on veut nous ramener dans des consultations qui vont coûter des milliers au trésor public. Malheureusement. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la compétence du ministère de la Jeunesse, en réalité, la ministre de la Jeunesse n'a pas pour objectif, n'a pas pour compétence d'organiser les consultations. Je vous prie d'ailleurs, Ok. Termine. Je vous prie Parce qu'on va y d'ailleurs- revenir. Termine. Termine. je vous prie d'ailleurs de lire le poète en œuvre de l'ordonnance loi qui répartit les compétences du ministère de la Jeunesse. Ok. Donc, quand vous ne verrez une rubrique dédiée à la consultation de jeunes, ça, ce n'est pas de sa compétence. It's ok. Donc ça, c'est de la compétence du Conseil national de la jeunesse, Ok. qui est un organe consultatif. À cet effet, Madame Grace-Coutinho devrait, à mon avis, torpiller ces consultations et devrait d'ailleurs le réduire à néant pour voir dans quelle mesure aujourd'hui soutenir les jeunes entrepreneurs, encadrer les jeunes. Je crois que c'est de cette façon-là que je réponds à la Mais, question. many thanks. On y reviendra sur le CNG aussi et les rapports avec le ministère. Tu souriais, Anna, je me tourne encore vers toi. Alors, comment on peut distinguer si c'est vraiment une véritable volonté d'action ou c'est juste un simple discours, Dorothée? Comment on distingue cela? Alors, personnellement, je pense énormément que c'est une volonté d'action, Ok. quoique ça reste une routine. Mhm. Je rejoins M. Brun qui a dit que voilà, nous avons connu consultation sur consultation, c'est devenu vraiment quelque chose. D'ailleurs, avant même ça, nous avons été invités à des conférences, on nous a dit qu'on allait entendre nos voix, donc on a vécu un peu de tout. Un peu de tout. Ah, ouais. on a vécu un peu de tout. Il est vrai que c'est devenu une routine, mais je pense que c'est vraiment une véritable volonté de poser des actes concrets pour notre jeunesse. Nous savons ce dont la jeunesse a besoin. Mais j'ai comme l'impression qu'elle a besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un pour qu'elle puisse le réaliser. Ok. Et pourquoi ne pas lui laisser les bénéfices du doute?
Jusque-là, bon, tous débuts sont difficiles. Pas tous les débuts, mais disons que ces débuts sont difficiles à elle. Du coup, laissons-lui les bénéfices du doute. On verra son rapport, tout simplement. Avant que je passe la parole à Keren, celle qui vient d'arriver, en tant que femme, est-ce que tu trouves qu'il y a autant de... Est-ce que tu trouves que les reproches, ou plutôt les critiques sont exagérées, ou tu penses que la jeunesse est quand même en droit de demander beaucoup plus de sa ministre? Sachant que nous sommes dans un pays démocrate, nous sommes libres de dire ce que nous voulons. Et au-delà de ça, nos ministres nous doivent un certain système de redevabilité, ils doivent nous rendre de compte. La jeunesse congolaise est tout à fait légitime de demander de compte et de rattraper certains ministres sur certaines défaillances. Donc t'es pas en mode girl power, je lui défends, peu importe. je suis féministe, je suis une girl power. Okay. Mais quand quelque chose ne va pas bien, pourquoi dire que la chose va bien juste parce que c'est une femme? Yeah. Bonjour Keren, je me tourne vers toi. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ah, je vais très bien en tout cas, et toi-même? Magnifique. Alors avant que je te pose ma question, ta petite présentation rapidement avant qu'on avance. Alors, je suis Keren Galasso, beaucoup le savent bien sûr. Je suis étudiante en médecine en fait, à l'université Simon Kindan, actuellement en 2e doctorat. Également, je suis présidente d'une ASBEL Unie pour une bonne cause santé universelle, également vice-présidente de la Ligue des femmes de mon université. Alors, je préfère me limiter par là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va avancer finalement sur ce que les jeunes pensent et ce que les jeunes disent. Alors, tu penses qu'aujourd'hui, il faut qu'on bascule dans une optique où il faut que les jeunes commencent à avoir un pouvoir de décision? Parce qu'on dit, bon, consultation, d'accord, mais les jeunes n'ont toujours pas de mot à dire. Est-ce que tu penses qu'on devrait chuter sur le fait que les jeunes doivent avoir aussi un mot à dire ou une partie de décision dans leur avenir? Déjà pour commencer, je dirais que la jeunesse représente la majeure partie de notre population en RDC et cette même jeunesse est l'acteur principal pour le développement. Alors, dire que la jeunesse, enfin le jeune peuvent décider d'eux-mêmes, je dirais qu'en une partie oui, mais en d'autres parties je dirais que ça sera un petit problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les grandes décisions, pour que cela soit dans l'action concrète, il faut qu'une décision vienne vers le gouvernement, entre guillemets la politique. Et donc si la jeunesse ne travaille pas forcément en collaboration avec le gouvernement, nous n'aboutirons pas à des actions concrètes. Il est donc question que le gouvernement et la jeunesse se mettent d'accord sur quelques points pour faire en sorte que nous puissions avancer, évoluer. Parce que le jeune aujourd'hui, nous avons des initiatives, nous sommes très créatifs avec une énergie qu'on ne peut même pas déterminer, mais il y a plutôt un problème qui se pose face à notre gouvernement. On ne veut pas laisser cette jeunesse entrer dans l'action proprement dite, parce qu'on s'est dit que cette jeunesse est l'acteur de changement. Mais on ne veut pas la laisser prendre cette place vraiment dans la chose en fait. Voilà. Merci beaucoup Keren. Avant que je revienne vers toi Mike, dis-moi un peu José, on voit que notre très cher ministre a basculé aussi vers le côté de la diaspora, mais nous tous qui vivons au jour le jour dans nos quartiers, on voit à peu près ce qui touche réellement les jeunes, on voit à peu près ceux qui gangrènent réellement cette génération. Alors pour aller dans des solutions concrètes, qu'est-ce que toi tu aurais sollicité ou qu'est-ce que toi tu aurais soumis comme démarche afin justement d'anéantir certains mots de la jeunesse aujourd'hui? D'accord, merci. Vous savez, on dit souvent que la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Okay. C'est ça qu'on dit toujours. Et je crois effectivement que notre ministre de la Jeunesse est servante de Dieu. Et si elle veut se conformer à cette logique, ce qu'elle aurait fait de mieux, c'est d'annuler ces consultations-là. Okay. Dans la mesure où, aujourd'hui, comme je le rappelais au départ, que ces consultations vont coûter de milliers au trésor public. Dans la perspective où la ministre doit voyager, elle doit voyager à l'international, elle doit voyager à l'interne. Ce qui sous-entend effectivement que cela va énormément coûter au trésor public, alors que le problème de jeunes, comme je l'ai dit, sont identifiés aujourd'hui. Donc, à cet effet, c'est que je peux demander à Mme Grascoutino, à notre maman pasteur. Bon, donc, ce que je peux demander aujourd'hui à notre ministre de la Jeunesse, moi, c'est que je pense aujourd'hui qu'il est mieux à faire, c'est d'organiser les consultations interministérielles. Donc, à cet effet, elle devrait consulter ce père pour voir dans quelle mesure ou dans quelle possibilité à ce jour, dans quelle mesure ou dans quelle possibilité rajeunir le secteur public
Aujourd'hui, j'estime que c'est une chance pour nous d'avoir une ministre qui a 25 ans. Alors, il ne faut pas qu'on se limite seulement d'avoir des ministres qui ont 25 ans. Comme aujourd'hui, on veut aussi avoir des DG qui ont 20 ans, des DG qui ont 25 ans. C'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. Regardez même la secrétaire nationale de la jeunesse. Elle a plus ou moins 80 ans ou 70 ans, en tout cas, je ne suis pas sûr. Ok. Mais dans cette perspective, on se retrouve face à la circonstance où on parle de jeunes sans pour autant qu'il y ait participation de la jeunesse. Donc Madame Grace Coutinho aujourd'hui a un travail énorme. Le travail énorme aujourd'hui, elle doit se battre pour voir dans quelle mesure du possible, discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment rajeunir le secteur public. Au-delà de ça, Madame Grace Coutinho aujourd'hui devrait se battre pour voir dans quelle mesure il est possible créer les centres de formation qui vont permettre aux jeunes aujourd'hui d'être formés, d'être encadrés dans les différents domaines. Madame Grace Coutinho devrait aujourd'hui se battre pour voir dans quelle mesure il est possible soutenir les jeunes entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, les talents ne suffisent pas. J'estime que les talents ne suffisent pas, un talent sans opportunité ne suffit pas. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes Congolais sont très intelligents, les jeunes Congolais sont discursifs, mais il manque aux jeunes Congolais l'opportunité. Et c'est en tant que tel, l'excellence Madame Grace Coutinho devrait se battre pour résoudre ce problème. Rajeunir donc les postes, les grands postes de décision. Très très intéressant ce que tu dis. J'adore cette émission parce que tu as touché évidemment le point dont on va venir, entrepreneuriat, et donc évidemment je me tourne vers toi Mike. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes rencontrent pas mal de difficultés, mais si on doit revenir en large, pour toi quels sont les obstacles finalement que les jeunes rencontrent en termes d'entrepreneuriat? Quels sont ces fameux obstacles qu'ils rencontrent? Déjà, les jeunes, comme nous les savons tous, notre jeunesse a des ambitions. Notre jeunesse a des idées si impeccables qui manquent de soutien. Alors, quant à moi, si ce que je peux proposer à la dame la ministre est qu'elle doit peut-être organiser une foire pour rapport d'innovation et entrepreneuriale. Parce que, en connaissant notre jeunesse, ils sont plus basés sur ce qui concerne la fête et tout ce qui va avec. Donc il faut faire la fête pour les attirer. Il faut faire la fête pour les attirer parce qu'il y a ces jeunes-là qui suivent que les influenceurs. It's okay. Alors, pour ce faire, la dame la ministre, ce que je peux la proposer, qu'elle doit organiser ce genre d'activités pour permettre à ce que les jeunes puissent être attirés. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui viendra pour assister dans une conférence. Ils vont se dire, ah, là-bas c'est pour les intellos et tout ce qui va avec. Voilà un peu. Alors, lorsqu'on organise une foire de l'innovation et entrepreneuriale, il y aura ces jeunes qui vont exposer leurs projets, leurs idées et tout ce qui va avec, voire même ceux qui ont des idées de l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Il y a ces jeunes-là qui évoluent dans l'agriculture, dans des services comme des services web et tout ce qui va avec, les TikTokers, pourquoi pas. Alors, ça sera vraiment une opportunité pour la jeunesse de se promouvoir, de donner le meilleur, de donner ce qu'ils savent faire, et puis pourquoi pas de montrer à ces gens-là que non, la jeunesse aussi a quelque chose à apporter dans ce pays et que la jeunesse peut aussi changer ce pays d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu ce que je voulais proposer à la dame. Très intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'approchaient, qui me parlaient parfois de ça, d'organiser ce genre de foire, ce genre de gala même parfois, et pas toujours rester focus sur les conférences. Je me tourne vers toi, Anna. Tu penses que ce genre d'activités seraient des activités promotrices, justement pour rassembler tout le monde, parce qu'il n'y a pas que des gros intellectuels, il y a aussi une autre partie de la jeunesse? Personnellement, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur quelque chose. Vas-y. Pour répondre à ta toute première question... les obstacles? Oui, les obstacles. Personnellement, je pense que les obstacles de jeunes entrepreneurs en RDC, il est unique. Donc, il n'y a qu'un seul obstacle d'ailleurs. Je pense que c'est juste les financements. It's okay. Je pense que c'est juste les financements. Parce que la jeunesse congolaise est très créative. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. La jeunesse congolaise est créative, la jeunesse congolaise elle est riche en idées. Mais nous manquons de budget. Donc, je pense que la première chose que nous devons faire ici, c'est de créer un système de budgétisation clair et publié. Que nous puissions savoir, nous, en tant que jeunes, qu'il y a un budget qui a été publié. Il y a des 500, il y a 600. Clair, oui, qui est très clair pour le projet de jeunes.
Je sais pas, je sais pas. J'ai eu à consulter les autres ministères de la jeunesse des autres pays et il y a des budgets clairs pour des activités de jeunes, pour l'entrepreneuriat, pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Donc je sais pas pourquoi on ne pourrait pas faire de même. Alors pour répondre à la question qui m'a été posée, est-ce que de foires d'entrepreneuriat pourraient réunir plus de gens que ce que fait les conférences actuellement? Je pense que les foires d'entrepreneuriat, il y en a. Je sais pas, faut. Non, il y en a. Je crois avoir participé à 2 ou 3 déjà depuis que je suis à Kin. Je suis à Kin depuis 2 ans. Je pense avoir participé à 2 ou 3 foires d'entrepreneuriat jusque-là. Et ça, c'est celle que je connais et je sais qu'il y en a d'autres. Du coup, c'est pas juste un système qui continue, un système continu. C'est pas juste une routine aussi qu'on est en train de vouloir se créer. On n'est pas en train d'essayer de se créer des excuses là tout de suite. Yeah. Dire que voilà, les conférences c'est pour des intellectuels, les foires d'entrepreneuriat ça sera plus intéressant, mais ça ne sera pas plus intéressant pour les jeunes. À un certain moment, il faut aussi se le dire, la jeunesse congolaise peut se montrer par moments paresseuse. Je ne dis pas tout le temps et je ne dis pas tous les jeunes, mais la jeunesse congolaise se montre par moments paresseuse. On ne veut pas innover, on se charge de boucs émissaires, on se charge de super-héros. Toujours. À un certain moment, pourquoi toujours continuer à accuser les autres, dire que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas assez de foires, c'est parce qu'il n'y a que des conférences et tout, mais dans ces mêmes conférences-là, on parle d'entrepreneuriat. Dans ces mêmes conférences, j'ai participé à une conférence, j'ai eu les financements dedans, juste parce que j'ai posé une question. Okay. Donc, à un certain moment, pourquoi ne pas essayer d'arrêter de se chercher de boucs émissaires et prendre nos propres responsabilités? Disons-le clairement, par moments on se montre paresseux, certes pas nous tous, mais on se montre une bonne majorité. Oui. Merci beaucoup Anna. Je me tourne vers toi Keren. Évidemment, au-delà du fait du financement clair, comme est en train de le dire Anna, tu penses qu'il n'y a que le financement comme problème ou il y a aussi l'accompagnement et la formation aussi qui posent souci? Ou il n'y a que le financement comme problème? Bon, déjà, ce que moi je pense est que pour que la jeunesse congolaise, aussi bien que cela soit créative, dynamique, moi je pense que les problèmes n'est pas le financement. Parce que si moi aujourd'hui étant jeune, je me lève, je me dis que non, je conçois un projet, alors tout va partir de ma vision, de mes objectifs. Parce que si je ne cadre pas ma vision avec mes objectifs, je n'aboutirai pas à quelque chose de concret. Je peux bien beau avoir le financement, mais si je n'ai pas ces deux choses, je ne pourrai pas avancer. Alors le financement, oui, ça fait partie d'un élément important pour l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise, mais cela ne doit pas être un obstacle pour nous les Congolais. Je te coupe un peu, pour moi je pense plus que c'est un problème. Je vais y revenir, vas-y. Ce que j'ai dit, c'est là, j'ai dit bien sûr que ce n'est pas un obstacle pour l'avancement de l'entrepreneuriat de nous étant jeunes Congolais. Parce qu'aujourd'hui on veut justement aller au-dessus de l'échelle, on ne veut pas commencer plus bas. Parce que si je vais entreprendre, je donne l'exemple à l'agriculture, je peux commencer à cultiver quelques légumes chez moi parce que c'est chaque jour que nous mangeons des légumes, c'est chaque jour que nous avons besoin des fruits, je peux commencer par là. Mais aujourd'hui, nous jeunes Congolais, nous voulons justement avoir des montants aussi exorbitant par rapport à notre vision, par rapport à notre projet. Et c'est là même que freine en fait beaucoup de jeunes. On a des idées, on a des initiatives, mais on ne sait pas les cadrer avec la vision. Parce que si je donne un exemple pour moi, j'ai une vision aujourd'hui, j'ai dit que non, je vais développer l'économie locale de mon pays. Pourquoi? Je remarque que nous parlions de richesse de la République démocratique du Congo. Nous parlions de sorte que ça... c'est toujours exporté à l'interne et qu'il y a le financement qui revient. Mais ces financements-là, je dirais que 70% de ces financements-là restent toujours aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'on importe trop. Il y a trop d'importations dans notre pays. Bien sûr qu'on a des initiatives dans l'agriculture, dans ceci, mais on ne veut pas se focaliser sur notre propre économie locale. Alors d'où part de la vision? On doit avoir une vision claire et des objectifs. Et l'argent viendra après. Je peux commencer quelque chose et le financement viendra après. Donc je ne veux pas attendre d'être financé pour enfin commencer à entreprendre, à faire quelque chose. Donc le financement n'est pas vraiment un obstacle pour l'avancement de l'entrepreneuriat congolais. C'est très intéressant ce que tu dis. Avant que je revienne vers toi, donc José, c'est vrai quand je disais que l'argent n'est plus un gros problème aujourd'hui, c'est parce que pour moi je pense qu'il y a l'argent. Sincèrement, j'ai fréquenté des foires, j'ai fréquenté des conférences. Je pense qu'il y a l'argent pour accompagner les entrepreneurs. Le souci, c'est quoi? C'est vraiment dans ce que tu dis. En fait, je pense qu'il y a deux soucis. Je vais parler en deux directions. La première, c'est que on vient, t'es jeune entrepreneur, tu viens de commencer, tu viens demander un financement de 50 000 balles. Je suis désolé, même si ton projet il est en béton, qui va te donner 50 000 balles? T'es personne.
tu viens de commencer, c'est complexe. D'où je me dis que c'est vrai, il fallait quand même commencer avec une certaine marge. Disons, j'ai peut-être un projet, bon, disons, j'ai besoin de 700 balles. Ok, on te donne 700, on voit ce que tu vas produire avec 700. Et quand tu produis quelque chose avec 700, bah, évidemment, tu donnes beaucoup plus de marge à la personne de te donner plus. Mais aussi là où il y a un souci, je rejoins ce que Anna disait, c'est que chaque État devrait avoir des montants précis. Où on dit que pour tel projet, il y a ce montant précis, il y a ce montant-là. Et là, tu sais aussi te départager que bon, je vais commencer peut-être par le bas de l'échelle et monter. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on te finance selon le feeling que j'ai avec toi. Ce qui est l'oniné, c'est que ton projet soit béton ou pas, je te finance pas. Et ça, c'est... D'ailleurs, aujourd'hui, même si je peux compléter, on a participé à beaucoup de forums, présenter vos projets. Ces gens-là viennent pour voler nos projets et puis moi également, j'ai participé depuis 2022 jusqu'à ce jour. J'ai participé dans plusieurs forums et entrepreneuriat et autres. Vous venez, nous présentons les projets et boum, vous partez. Et tout. Oui, un projet n'est plus. Un projet n'est plus ailleurs. Du coup, sans moi, voilà, donc c'est quelque chose vraiment... Il change juste la forme. La forme et le nom. On ne sera pas changé. On va réaliser. Des fois même, ils réalisent de la même manière que tu Oh my goodness. Donc voilà pourquoi je pense que vraiment, un accompagnement, une formation, ce serait important pour dire aux gens, tu as ton projet, mais il faut que tu le fasses enregistrer ou signer pour que personne ne te le vole. C'est très très complexe. Cher José, je me tourne vers toi. Mais sinon, quand on voit les jeunes entrepreneurs, évidemment, se rencontrer à ce genre de problème, est-ce qu'on pense que les jeunes entrepreneurs sont vraiment soutenus par nos entreprises privées, voire même par le service de l'État? Bon, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, j'estime effectivement que les priorités sont relatives, dans la mesure où ma priorité aujourd'hui n'est pas sa priorité n'est pas la sienne, etc. Yeah. Donc à cet effet, moi je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui est d'abord des conférences, parce qu'à ce que je sache, la seule fois où je rencontre, qu'il y a la rencontre des entrepreneurs, c'est dans des conférences. C'est ici qu'il y a lieu de souligner aujourd'hui le Congo n'a plus besoin de discours, le Congo n'a plus besoin de paroles, le Congo a besoin d'action. Et d'ailleurs, Youssoufa a dit que les beaux parleurs peuvent mentir, mais ce sont les actions qui comptent. Et étant donné que dans cette perspective, les paroles ont été nombreuses, mais rien de cela n'a été concret. Donc à cet effet, moi je crois qu'aujourd'hui, le mieux à faire, c'est d'identifier les entrepreneurs, aujourd'hui et voir dans quelle mesure il est possible, escorter ou encore venir à la rescousse de ces derniers. Je te coupe pas, sorry, tu as dit quelque chose de bien, on ne se rencontre que dans des conférences. Ces mêmes personnes qui financent, j'ai l'impression qu'ils ne reçoivent même pas de leur propre bureau. Pour dire que peut-être on a 2 jours dans la semaine où on reçoit que des entrepreneurs venant avec le projet. Nothing. Et même dans ces conférences, vous allez vous rendre compte qu'on dépense énormément d'argent pour organiser ces conférences, parce qu'effectivement, il faudra aussi louer la salle. Et la salle peut aller au-delà de $20 000, alors qu'avec $20 000, vous pouvez soutenir 20 projets. Exactly. Mais aussi... le fameux cocktail. En réalité, moi, je crois que... Excusez, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent juste pour prendre un buffet et puis partir. Donc je crois que c'est aussi le problème de la volonté politique. Voilà, et on se demande vraiment les problèmes du Congo viennent d'où. C'est qui est en train de piloter les Congos, c'est qui dirige les Congos aujourd'hui. Et là, on se pose énormément ces genres de questions. Mais je crois que c'est dans cette perspective, notre ministre de la Jeunesse, servante de Dieu, Grâce Coutinho, verra dans quelle mesure elle peut nous délivrer aussi de ce fléau. Avant que je révèle le mic. Je crois qu'elle ne va pas seulement se limiter à délivrer les fidèles de son église qui sont confrontés aux problèmes spirituels. Mais doit aussi délivrer les jeunes Congolais aujourd'hui qui sont confrontés à tous les problèmes. Merci beaucoup, José. Tu as un problème avec Madame Grâce. Je disais, Anne, je t'ai vu sourire tout à l'heure. Tu avais quelque chose à rajouter? Bon, c'est parce que personnellement, j'estime que quand on parle jeunesse congolaise, on ne doit pas seulement marteler sur les ministères de la jeunesse. Parce que les autres, la jeunesse va un peu plus loin que les ministères de la jeunesse. Non, mais... Donc... c'est vrai, il y a la culture, il y a l'art, il y a l'art, il y a tout ça. Donc personnellement, je pense que un autre facteur qu'on doit prendre en compte, c'est faire des études qui répondent aux demandes du marché. Actuellement, le marché a évolué. Le marché n'est pas le même qu'il y a, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans. 30 ans. Personnellement, je me tire déjà une jambe une balle dans la jambe.
parce que je l'ai dit clairement, je fais sciences politiques, mais quels sont les débouchés? Donc en soi, nous en tant que jeunes, on doit être conscient que toutes les facultés, toute forme d'études qu'on peut faire à l'université ne paye pas nécessairement. Actuellement, nous savons quels sont les domaines du marché: informatique, agriculture, énergie renouvelable. Pourquoi ne pas se concentrer dans ces domaines-là? Bon, nous tous, on ne peut pas faire la même chose, certes, mais pourquoi de moins en moins de jeunes décident de partir vers ces domaines-là? Certes, actuellement, dans certaines zones, nous voyons que l'agriculture bat son plein, mais il y a autre chose. Il y a l'informatique, il y a l'énergie renouvelable, il y a donc, à un certain moment, apprenons aussi à ne pas que condamner le ministère de la Jeunesse, parce que j'ai comme l'impression que c'est devenu un peu personnel. Il faut parler aux jeunes aussi, t'as pas tort. Il faut aussi parler aux jeunes et faire. Enfin, personnellement, il y a des systèmes de comment on appelle ça, orientation. D'apprentissage. Comment on appelle système d'orientation. Tu vas voir quelqu'un, tu lui parles, tu lui dis voilà, je suis dans tel domaine, tel domaine. Donc, arrêtons de nous mentir à un certain moment. On ne peut pas tous devenir médecins. On ne peut pas tous devenir médecins, on ne peut pas tous devenir entrepreneurs ou politiciens. Je sais pas, il y a beaucoup plus que ça dans le monde. Donc, parlons aussi à la jeunesse congolaise. Et au-delà de ça, donc le système éducatif, je pense qu'il doit être totalement revu pour qu'il réponde d'une façon ou d'une autre aux demandes du marché. Parce que depuis là, il faut aussi se le dire. Ça va faire personnellement, j'ai été en maternelle. Ma petite soeur, enfin ma nièce qui est en maternelle, maintenant elle étudie la même chose que moi qui a été en maternelle il y a quoi, 13 ans, 14 ans. Donc à un certain moment, le système il doit être revu. Vous entrez à l'école primaire, vous entrez à l'école secondaire. Moi j'ai étudié la même chose que quelqu'un qui a été à l'école secondaire en 1990, je ne sais pas bien, alors que j'ai été à l'école secondaire en 2021, 2020. Donc à un certain moment, le système doit être revu. Les demandes du marché à cette époque et la demande du marché maintenant, c'est pas la même chose du coup. Pourquoi continuer à marteler sur ministère de la jeunesse, ministère de la jeunesse, ministère de la jeunesse? Et l'éducation, il faut toucher. L'éducation aussi, il faudrait y revenir en fait. Merci beaucoup, Anna. Si je peux dire un mot, Et après, je pourrais je suis pas en fait, je suis pas vraiment du même avis que Madame Anna. Je dirais que si nous demandons à la jeunesse de se concentrer sur des domaines qui répondent aux besoins actuellement de la société, du marché, il reste à croire que dans un côté, il y aura un désintéressement dans d'autres filières qui sera vraiment anéanti dans la société, mais ces filières semblent être importantes. Aujourd'hui, tout le monde veut faire médecine, droit et tout, politique, mais c'est peu voir des étudiants faire d'autres filières. On connaît tous ces différentes filières, donc on doit juste faire en sorte de revoir d'abord notre système de base éducative, mais aussi orienter les diplômés afin de faire un choix qui fera en sorte qu'ils puissent se retrouver dans la société. Et aussi la partie revient au gouvernement de mettre en place des techniques et des moyens pour revaloriser toutes les filières aujourd'hui désintéressées, qu'on n'en parle même plus. Mais cela a de l'impact, cela aura peut-être à apporter quelque chose de nouveau dans notre société. Donc il est important de ne pas demander aux jeunes de se concentrer sur des domaines qui a des marchés, mais d'avoir les libres choix, mais carrément que le gouvernement fasse en sorte que ces filières répondent également dans notre société. Voilà ce que je trouve. Charles Joseph Pise, que je donne un peu la parole à Mike. Oui, vas-y. Oui, je voulais rajouter quelque chose de si important de ce que la dame vient de dire. Ce n'est pas tout le monde qui finit en informatique qui deviendra informaticien. Okay. Ce n'est pas tout le monde qui finit en médecine qui va devenir un médecin. Moi, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai été au cours de mon stage académique, parce que moi je finis en sciences informatiques à l'Université protestante au Congo, en filière sécurité informatique. J'étais parti faire mon stage au niveau de l'OGFREM. J'ai eu à croiser, imaginez un peu, dans une direction de l'informatique, j'ai eu à croiser des infirmières et des docteurs. Vous imaginez un peu. Alors, moi je trouve que s'orienter vers quelque chose ou pousser les jeunes à faire quelque chose parce que c'est de l'actualité, tout ce qui va avec, je ne trouve pas que c'est judicieux. Oui, voilà un peu le mot approprié. Voilà. Moi, je trouve qu'on doit laisser le jeune se sentir libre de faire leur choix, de savoir si je touche ici,
je serai telle personne. Si je touche, telle filière où je touche à vendre le cigarette et tout ce qui va avec, je vais me retrouver dans tel niveau et tout ce qui va avec. Donc, on doit laisser le jeune faire leur propre choix. Et puis, je peux répondre là-dessus. Je n'ai pas encore fini mon idée. Et puis, des fois, lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose selon vous et qu'il arrive à ne pas réaliser réellement ce que vous lui avez demandé, il va revenir sur vous pour vous dire que non, voilà, ce que vous m'avez demandé de faire, c'était pas de mon intention. Donc, c'était pas aussi de ma passion. Moi, je ne rêvais pas devenir telle personne ou devenir un ministre ou voire même un député, tout ce qui va avec. On doit laisser le jeune de s'exprimer. Démontrer. Alors, démontrer, je n'ai pas fini, madame. Démontrer de quoi il est capable de réaliser et de faire. Et on verra qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup de compétences au niveau de notre jeunesse. Voilà un peu, madame. Je pense avoir vraiment été mal comprise. Alors, j'ai parlé de conseil d'orientation. Le principe, il est simple. On te montre ce qui est demandé sur les marchés actuellement et tu en es libre de le faire ou pas. Vous ne pensez pas que si vous avez fait votre stage à l'OGFREM et vous avez trouvé des infirmières et des médecins en informatique, c'est parce que justement l'informatique est un domaine en hausse récemment? Vous ne pensez pas? Et puis au-delà de ça, depuis combien d'années on laisse les jeunes choisir? Enfin, je parle toujours pas du fait de leur forcer à faire un choix, mais depuis combien d'années on laisse les jeunes obtenir leur diplôme et dire non, je veux faire le droit, partir faire le droit, très peu. Et puis c'est retrouver, se rendre compte que c'était pas ce qu'ils devaient faire en fin de compte, parce qu'ils n'ont pas consulté un conseiller d'orientation. Moi personnellement, je n'ai pas consulté le conseiller d'orientation, je voulais faire médecine à la base. C'est pourquoi je parle de médecine. Je voulais faire médecine à la base. Mon papa il m'a regardé, il m'a dit tu n'es pas fait pour la médecine, tu pars en journalisme ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée en sciences politiques et je me rends compte qu'en fin de compte, c'est là que ma classe. Donc pourquoi ne pas chercher à s'orienter un peu plus? Et quand j'ai parlé de revoir notre système éducatif, c'est pour mettre un accent particulier sur certains domaines. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des écoles où ils ont qu'1 heure par semaine d'informatique? Alors que l'informatique reste un domaine, tu ne peux pas être engagé dans un bureau actuellement si tu ne connais pas les bases de Word et Excel. Non, exactement. Nous avons des terrains vides partout en RDC. On ne parle même pas de Kinshasa, seulement partout en RDC, nous avons des terrains vides. Alors que beaucoup ne savent pas quoi faire de ces terrains. Nous avons des minerais. Et pourtant, il y a très peu de domaines de facultés en RDC qui traitent de ce qui est du sol et du sous-sol. Pour faire la géologie, et je ne sais quoi, il faut partir, je ne sais dans quelle province ou je ne sais dans quelle université. Le lendemain, on te dit non, ton diplôme ne est pas reconnu. Alors que nous en avons d'ailleurs au Congo. Oui, oui, oui. Okay. À l'université de Bukavu, UOB, je pense, il y a la faculté de Polytechnique. À l'université de Lubumbashi aussi, à l'université d'Académie. Et puis au bout d'un moment, tu viens à Kin pour faire un master, on te dit non, ton diplôme n'est pas reconnu. Alors que nous avons un sol riche, nous avons un sous-sol riche. Donc, à un certain moment, nous avons besoin d'ingénieurs dans ces domaines-là. Exactement. Donc, on doit mettre un accent particulier sur ces genres de domaines. Merci beaucoup, Anna. Je veux vraiment rebondir sur ça parce que je voulais vraiment y aller. Là, je te pose la question, José. On voit qu'il y a de multiples entrepreneurs, mais moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai l'impression que les entrepreneurs font tous la même chose. Exactement. Et c'est pas faux. Bon, c'est loin de moi l'idée de critiquer l'innovation. Évidemment, chacun peut innover de sa façon. Mais par exemple, on voit, je l'ai dit dernièrement sur X, celle qui est venue avec la logette, une logette spécialisée, je crois que vous l'avez vu. Oui. Moi, je l'ai dit, d'accord, merci, mais déjà, on a un gros problème de courant, on partage le courant à la terre entière, et la logette, ça va servir à quoi, entre parenthèses? Et je me dis, pourquoi dans le secteur entrepreneurial, les gens ne se tournent pas, par exemple, sur la transformation des matières premières, par exemple, parce que c'est vraiment un secteur où on a le plus besoin d'entrepreneuriat. Alors, c'est plus parce que ce secteur est complexe, où on ne veut juste pas s'y aventurer parce que c'est pas si évident que les autres filières. Bon, moi en réalité je m'étais défendu, je me retiens souvent lorsqu'il s'agit de parler de l'entrepreneuriat parce qu'en réalité on assiste
à un refrain, à une répétition, ce qui sous-entend aujourd'hui que je m'abstiens. Refrain, répétition, c'est-à-dire? Non, à une répétition, en ce sens que ce sont les mêmes personnes qui reviennent avec les mêmes choses, en réalité. Je t'assure. On ne sait pas, et d'ailleurs aujourd'hui il est difficile, il est compliqué d'identifier l'entrepreneuriat et le commerce. On a la sensation que c'est presque la même chose aujourd'hui. Effectivement, il suffit d'avoir une page Facebook. Quelle est la différence que tu fais, please? Mais voilà, pour ce qui est de la différence entre les deux concepts, je crois que l'entrepreneuriat intervient un peu plus pour nous rendre autonomes, pour répondre à un besoin du marché, à un besoin du marché, alors que les commerces, à mon avis... Tu te fructifies simplement. Oui, c'est ça en réalité la différence entre les deux concepts. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'identifier ou de différencier l'entrepreneuriat du commerce. J'étais là dans une conférence où j'ai posé la question, au grand entrepreneur renommé selon ce qu'il disait, mais il était en réalité... commerçant. Non, il était en réalité... Il avait perdu le mot lorsqu'il s'agissait de différencier... Les deux concepts. Ou de donner la démarcation ou encore la variété entre les deux concepts. C'est ainsi que j'estime aujourd'hui d'ailleurs, on ne revient que sur la même chose, l'entrepreneuriat de jeunes. Mais la folie, c'est faire la même chose et attendre le résultat différent. Et je voudrais aujourd'hui qu'on se tourne à quelque chose d'autre. On est place de toujours revenir sur l'entrepreneuriat, parce qu'en réalité, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur aujourd'hui. Donc, qu'on se concentre sur d'autres priorités. C'est là d'ailleurs que je voudrais souligner qu'il n'y a pas de problème personnel entre la ministre de la Jeunesse et moi. Non, c'était une blague. Oui, je sais. Mais en tant que responsable de jeunes, je dois quand même critiquer, je dois soumettre des alternatives, je dois opiner, je dois faire des avis. Exactement. Mais si aujourd'hui, vous vous rendez compte que je me centre un peu plus sur le ministère de la Jeunesse, sur la ministre de la Jeunesse, parce qu'en réalité, c'est la jeunesse qui est au cœur de tout. Et même dans d'autres ministères, il y a une place importante qui revient à la jeunesse. C'est dans cette perspective que je crois qu'aujourd'hui, la ministre de la Jeunesse devrait se battre pour que cette place revienne finalement aux jeunes. Étant donné que lorsque vous allez dans le domaine des transports, il y a une place de la jeunesse, mais la seule place de la jeunesse aujourd'hui qui est un peu plus vendue, c'est là qu'il s'agit de rejoindre l'armée. C'est là qu'on recherche le jeune, alors que les jeunes sont partout. Sont partout, les jeunes ont une place importante dans tous les ministères. Et Madame Grace Coutinho, en ce sens, devrait se battre pour que cette place, ou pour que ces places qui reviennent aux jeunes, méritent aux jeunes, mais pas aux jeunes de son église. Merci beaucoup, José. Je tourne vers toi, Keren. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle jeunesse, mais j'ai l'impression que quand on parle jeunesse, on voit qu'une catégorie de certains jeunes. Il y a une catégorie de la jeunesse dont on ne parle pas. C'est peut-être des jeunes qui, orphelins, parfois des jeunes qui traînent dans la rue sous faute du chômage. Parfois, c'est des jeunes qui terrorisent les autres la nuit, nos jeunes amis Koulouna. Et j'ai l'impression qu'on parle jeunesse, mais on dirait que ça ne concerne qu'une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes qui est enclin dans le chômage et qui ne sait pas comment avancer, quel est le regard qu'on peut porter vers eux, ou plutôt quel est le regard que les institutions peuvent porter vers eux? Parce que tu es président d'une fondation, et déjà même toi-même, quelles sont les alternatives que tu poses par rapport à cela? Alors ça, c'est déjà une question très complexe. Excusez-moi. Alors pour cette question, moi je pense que porter le regard sur une partie de la jeunesse, ce n'est pas quelque chose qu'on doit applaudir parce que je me dis que je suis jeune. Peut-être que je n'ai pas eu l'accès de continuer mes études, je n'ai pas eu l'accès d'être éduquée, mais en moi j'ai le potentiel parce que tout être humain a le potentiel. Il ne suffit pas seulement d'étudier pour développer une compétence. On peut bel et bien être justement formé sans pour autant passer par les études. On développe des compétences qu'on peut utiliser ces compétences via la société afin d'apporter quelque chose de nouveau et tout. Alors moi déjà ce que moi je fais dans mes fondations, sur base de ça, nous formons des jeunes gratuitement et tout, mais aussi nous allons visiter des orphelins.
Une fois, nous avons fait une descente dans une orphelinat vers la commune de Makala. Il y a eu un orphelin qui m'a parlé, qui m'a dit, mais à chaque fois que vous venez ici, vous nous donnez à manger, vous chantez avec nous, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous avons besoin d'être aussi libres? Il m'a dit, c'est là, un petit, je pense, il avait 10 ans, il m'a dit, nous avons besoin d'être libres. Ça laisse à croire qu'ils n'ont pas seulement besoin de manger, parce qu'il suffit qu'on mange aujourd'hui, demain on aura faim. Mais ils ont besoin d'une éducation, ils ont besoin d'être accompagnés tantôt d'une manière ou d'une autre. S'il n'y aura pas peut-être cette possibilité de les scolariser, mais au moins les former en termes de pratique et alliés avec quelques théories, pouvant leur permettre d'être indépendants en fait, dans la société, ne pas toujours dépendre de ces orphelinats. Parce qu'à un certain âge, ces orphelins, lorsque les orphelinats n'ont plus cette possibilité de prendre en charge ces orphelins, ils sortent à la rue et ils deviennent des koulounas, des gens qui menacent la population. Pourquoi? Parce que il a nulle part où aller. Étant des ONG, nous n'avons pas fait notre part et aussi le gouvernement n'a pas fait leur part. Aujourd'hui, si vous voyez les hommes politiques aller dans des orphelinats, c'est justement question de visibilité et puis remplir leur CV de sorte que non, quand je serai peut-être évalué, on me demandera qu'as-tu fait et tout. Non, j'avais visité une orphelinat et tout. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment bien revoir. Ceux qui sont à la rue, qu'est-ce qu'il manque d'aller sensibiliser ces jeunes? Il y a des jeunes conscients, mais qui n'ont pas seulement un abri, qui n'ont pas peut-être quelqu'un pour les accompagner, mais au moins les conseiller, les accompagner s'il faut. Que fait notre Conseil national de jeunesse? Aujourd'hui, nous avons le nouveau président et tout. Alors, la charge n'est pas seulement au ministre, enfin à la ministre de la Jeunesse, mais la charge lui revient aussi parce que c'est lui qui est censé être plus proche de cette jeunesse. C'est lui qui est censé, en fait, discuter avec les jeunes. Moi, je savais même pas qu'il y avait des conseils nationaux de la jeunesse. La ministre, elle est là justement pour trouver déjà des propositions et qu'elle donne une décision afin d'exécuter. Elle n'est pas là pour chercher encore des propositions parce qu'il y a des gens censés pour les faire. Il y a des gens vraiment bien cadrés pour les faire, qui sont aptes et pour discuter avec la jeunesse. Aujourd'hui, comme l'a dit José, les problèmes de la jeunesse, on les sait tous. Il suffit d'entrer même sur TikTok ou quoi, ou soit parler juste avec deux jeunes à la rue, tu le sais. Déjà, j'ai 22 ans aujourd'hui. Mais la grande partie est que quand nous parlions de la jeunesse, on voit seulement la ville de Kinshasa, Équateur, Congo central. Ces provinces-là, ce sont des jeunes. D'ailleurs, moi je dis toujours que les jeunes à l'intérieur sont les jeunes les plus courageux, les plus dynamiques et créatifs par rapport à la jeunesse à la jeunesse quinoise. Nous ici, ce sont plus les complexés. En fait, on veut justement la facilité, on ne veut pas s'immerger dans la chose pour pouvoir ressortir quelque chose de plus important. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport de ce que la dame vient de dire. Si on remarque bien, beaucoup, ce sont les villageois qui viennent ici et qui s'imposent, voire même nos parents. Qu'est-ce que vous appelez villageois, s'il vous plaît? Ceux qui viennent de l'intérieur. Ceux qui viennent de l'intérieur. Je suis villageoise. Moi également. Vous verrez que ce sont eux qui viennent, ils deviennent de motards, des taximens. Oui, des taximens. Ils viennent chercher. Ce sont des choses que nous, les Quinois, ou les vrais Quinois, ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont se dire, ah, moi, dans sa frais, je ne peux pas faire ça, si ma meuf me voit. C'est un peu ça ce que je voulais rajouter de l'idée de la dame. C'est vrai que c'est de l'intérieur. C'est effectivement ça. Ce que la jeunesse doit faire, c'est d'enlever ce que nous avons comme complexe, de se mettre et de donner le meilleur de nous. Pourquoi pas si tu deviens motard, personne ne va te juger. Si tu deviens taximan, personne va te dire que non, voilà, il y a commis motard, commis taximan pour te dire que non, voilà, et il est devenu motard, moi je ne peux pas sortir avec lui parce que c'est un motard. Mais toi tu fais nourrir ta famille. Tu donnes à manger pour ta famille, tu scolarises tes enfants. C'est pas ça l'importance. L'important c'est de se donner à fond pour donner les meilleurs. Dans un objectif. Ouais. Avoir un objectif précis. Voilà. Tu termines avant que je passe à Anna ou ça va? Oui, je termine pour dire que la responsabilité du parti, il y a une grande responsabilité auprès du gouvernement parce que moi je dis toujours que
si tu ne t'intéresses pas à la politique, elle s'intéressera à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux commencer une activité, mais tu auras besoin des documents. Statut juridique, le fameux statut. Tu auras besoin d'atteindre un niveau pour te permettre d'aller peut-être à l'extérieur du pays, d'où tu auras besoin de cette décision politique. Et donc, du coup, c'est à nos politiciens. Moi, je ne veux pas trop me focaliser au ministère de la Jeunesse parce que les gouvernements entiers ont une responsabilité énorme envers notre jeunesse. Et à nous, jeunes, on doit savoir ce dont on veut réellement. Parce qu'on s'est dit d'être acteur de changement. J'ai les potentiels, j'ai les compétences, les capacités qu'il faut, mais comment vais-je l'utiliser au profit de ma société? Aujourd'hui, on veut utiliser quelque chose justement pour le bien de ma famille. Mais on oublie que la famille, c'est l'État congolais en fait. C'est les Congolais tout entiers. Parce que si je fais quelque chose qui a un intérêt commun, ça va apporter en fait le changement, le développement. On veut trop parler de changement. Moi, je ne parle pas de changement, mais de l'amélioration de vie. Yeah. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Karen, Anna, dis-moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup précarité, chômage, pauvreté, mais comment éviter justement que cette précarité-là pousse certains jeunes à la délinquance, aux sorties juvéniles, que ce soit à la jeune fille ou aux jeunes garçons? Comment on peut éviter ça justement? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il conviendrait de remettre le point sur les deux. Il faut savoir que pour la question des orphelins et autres... Left your voice, please. Ah oui, désolé. Je voudrais revenir sur quelque chose. Enfin, il serait essentiel de savoir que pour la question des orphelins et autres, on a un ministère qui s'appelle Genre, Famille et Enfants. Il y a un ministère pour ça. La question ne revient pas... Totalement inutile, les mecs. Franchement. C'est récemment que j'ai appris d'ailleurs que ce ministère existait. Il y a un ministère de Genre, Famille et Enfants. Pour la question des orphelins, des enfants de la rue, je pense que la responsabilité leur revient à eux plutôt qu'au ministère de la Jeunesse. Peut-être que je me trompe. Non. Excusez-moi. Alors, pour ce qui est de la question de précarité, comment faire pour que la précarité ne pousse pas les jeunes à tomber dans certaines choses, dans certains vices. Alors, personnellement, je pense que la formation, je vais dire la même chose, la formation. Pourquoi ne pas prendre par exemple ces enfants qui sont actuellement dans la rue et les former pour certaines choses? Parce qu'il y en a qui sont très doués. Oui. Et il y en a, tu les rencontres, ils te disent non, voilà, moi je sais dessiner et tout, et sur le moment, ils te font un dessin rapide, directement, tu te dis, mais waouh! Donc personnellement, je pense que la précarité n'a jamais empêché rien. Il y a des pays comme le Venezuela, le Vietnam actuellement qui étaient des pays qui étaient au plus bas de l'échelle, mais qui ont su remonter et monter la manche parce qu'ils ont quand même misé sur certaines choses. Et moi je pense que c'est certaines choses, de ces choses-là, on peut citer la formation de jeunes et un suivi strict de ce qu'ils font. Donc je pense que si on formait un peu plus les jeunes, à certaines, comment on appelle ça, les activités manuelles par exemple, ça serait un peu mieux et ça réduirait un peu plus la précarité parce que, disons la vérité, la précarité a poussé les jeunes à faire beaucoup de choses. Il y en a qui ont obtenu leur master, leur doctorat, ils se sont retrouvés dans certaines situations, dans des jobs justement qu'on appelle précaires et tout. D'autres ont intégré des groupes armés, d'autres se sont donnés au banditisme et autres. Alors pourquoi ne pas former ceux-là qui n'ont pas eu peut-être la chance de partir sur le banc de l'école? Pourquoi ne pas les former pour les jobs à main, des aptitudes manuelles. Voilà. Merci beaucoup Karen, merci beaucoup Anna, c'était très intéressant. Pour revenir sur ce qu'on disait, je me tourne encore vers toi José, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine différence de traitement entre ceux de l'intérieur et ceux de la capitale, malheureusement par les instances. Mais avant qu'on revienne vers ça, est-ce que déjà sur le modèle de leader aujourd'hui de la jeunesse, est-ce que tu penses encore que la jeunesse a de véritables modèles sur qui s'inspirer, ou c'est justement à cause de la déchéance de certains modèles que toute la jeunesse est aussi en train de partir en vrille? D'accord, mais avant de répondre à votre question, il faudra aussi souligner que nous devons surtout être fermes envers le membre du gouvernement, nous devons être fermes envers les politiques. Parce qu'en réalité, à ce que je sache, les membres du gouvernement ne sont pas des dieux, les membres du gouvernement ne sont pas de messie, ils sont nos serviteurs. Et lorsque vous êtes en face d'un serviteur, il ne faut pas lui offrir des ovations, il faut par contre demander de résultats. Il faut par contre demander qu'il accomplisse l'objectif, il accomplisse les missions pour lesquelles il a été investi. Parce qu'en réalité, moi je constate une certaine complaisance
au sein de la jeunesse congolaise, en ce sens que lorsque vous avez quelqu'un qui vous donne des $100, cela fait de vous automatiquement son serviteur. Là, il y a en quelque sorte l'inversion des valeurs, j'estime que c'est un grand problème. Par rapport à votre question, moi je crois aujourd'hui malheureusement que le jeune Congolais n'a plus de repères, le jeune Congolais n'a plus malheureusement d'avenir, et le jeune Congolais est abandonné à son triste sort. Donc c'est important. Je ne suis pas d'accord en tout cas à dire que la jeunesse n'a pas de repères. Nous avons des repères bien vivants. D'accord, ce n'est pas pour autant dire... Non, ce n'est pas pour autant dire que je n'ai pas d'avenir, mais il faut en réalité généraliser. C'est dans cette perspective que je crois que les jeunes sont abandonnés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous allez vous attendre d'un jeune qui n'est pas encadré? Qu'est-ce que vous allez vous attendre d'un jeune qui n'est pas formé? Donc il faut s'attendre au banditisme. Il faut s'attendre aux jeunes qui cassent, aux jeunes qui brûlent. Et la seule façon d'éviter ça, c'est de voir par mesure du possible comment créer des centres de formation qui vont permettre aux jeunes de s'occuper. C'est là d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis contre cette pratique qui consiste à ramener les nourritures dans les orphelinats. Je suis contre cette pratique qui consiste à ramener les habits dans les orphelinats. En tout cas, je suis contre cette pratique. La chose la plus plausible à faire aujourd'hui et la chose la plus laudative, c'est de voir combien, c'est de voir par mesure du possible comment former ces jeunes orphelins. Et comme on dit toujours, que si tu me donnes un poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher aujourd'hui, voilà, je n'aurai plus faim. Et qu'aujourd'hui, ces jeunes orphelins n'ont plus besoin de sacs de riz. Ces jeunes orphelins n'ont pas besoin en réalité des habits. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être occupés. Parce qu'en réalité, en tout cas, moi, je ne croirais pas à une générosité qui consiste à aller dans un orphelinat et laisser les habits. Parce qu'on fait ça tout le temps. Ils en ont, je crois, ils en ont des valises pleines là, et je crois qu'ils sont fatigués en fait. Et ce temps de décembre aussi, ça va être la cascade. Qu'ils arrêtent de faire ça. Et c'est là d'ailleurs que je crois. J'ai fait tout pour éviter de parler de notre ministre. Ouais, il faut parler de la ministre. Si, on a toujours un choix. Bon, même l'absence de choix, c'est un choix. Après, c'est complexe cette affaire, parce que c'est vrai, on veut les former, mais il faut un accompagnement. Tu ne vas pas aller les former seul, il faut recruter les gens. Moi, en tout cas, je ne veux surtout pas que la ministre de la Jeunesse le fasse. Ce n'est pas ça que je veux. Ouais, c'est pas son travail. Je veux que la ministre se concerte avec d'autres ministères. Aujourd'hui, par exemple, il y a le ministère des Genre et Famille. Est-ce que la ministre de la Jeunesse aujourd'hui ne peut pas user de son pouvoir, de son influence pour voir dans quelle mesure du possible elle va concerter son énergie, sa force avec la ministre de Genre et Famille pour voir comment aider ces orphelins. Non pas en donnant des habits, mais en créant des centres de formation. C'est là aujourd'hui, c'est par ici qu'il faut souligner la discrimination qui sévit à l'intérieur. Parce qu'on a tendance à concentrer toutes les énergies à Kinshasa. Mais si on concentre toutes les énergies à Kinshasa, qu'est-ce que vous direz aux jeunes de l'Équateur? Qu'est-ce que vous direz aux jeunes de Lubumbashi? Qu'est-ce que vous direz aux jeunes du Congo central? Donc c'est important aujourd'hui d'éviter d'arrêter avec cette discrimination parce qu'elle n'est pas positive, elle est négative. La jeunesse n'est pas qu'à Kinshasa. Les institutions, certes, elles sont à Kinshasa, mais elles ne sont pas disposées que pour Kinshasa. Elles sont disposées pour toute l'étendue de la République. Et ce n'est pas pour... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas de ministres provinciaux, mais ils sont des ministres nationaux. Ce qui sous-entend qu'ils doivent étendre leur politique dans toute l'étendue du territoire national. Je crois que c'est de cette façon-là que je crois avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, cher José. On va évidemment basculer vers notre troisième et dernière partie. Mais comme je le disais tantôt, c'est très complexe ce genre de manœuvre. Comment faire pour aller les former tant que vous n'êtes pas accompagné? Tu vas aller vers le ministère du Genre et Famille ou vers de la Jeunesse pour demander un accompagnement. On te dira où sont tes documents. Frère, je veux les former, c'est pas pour moi. On demande des documents pour tout et rien, et pour avoir des documents, c'est un autre parcours, du combattant. Keren, je me tourne vers toi justement. Comment on pourrait faire pour réduire l'écart d'opportunité entre les jeunes qui sont issus donc, de Kin et voire même de l'intérieur? Comment on pourrait réduire vraiment les ressources d'opportunité? Déjà, je dirais que c'est en termes de la considération, parce que de la même façon que je suis formée ici, que je reçois
j'étudie dans des universités dans presque de bonnes conditions, même si ce n'est pas assez. Ça doit être pareil à l'intérieur de notre pays parce que nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas de différence que tu sois Congolais de Lubumbashi, de Kikwiti ou de je ne sais pas moi quoi, nous sommes tous Congolais. Et donc il est question de, comme je l'ai dit, de considérer tout le monde à la même échelle. À la même échelle en fait. C'est-à-dire que si ici vous mettez de stratégies pour pouvoir faire avancer en termes de création de centres de formation, faites-les aussi dans les provinces. Si aujourd'hui vous décidez d'organiser la foire pour les entrepreneurs, faites-le aussi dans des provinces. Comme ça, on aura tous à bénéficier des opportunités qu'ici et ailleurs. Dans ce sens, nous aurons à se développer presque de la même façon et au même moment. Il n'y aura pas de ceux qui sont inférieurs que les autres. Parce qu'aujourd'hui, voir un jeune qui se dit d'être diplômé, doctorat et tout, se voit supérieur à l'autre. Mais peut-être que tu n'as pas les potentiels que l'autre a. Et donc, il est justement question de mettre le même stratégie mis à la capitale, que cela soit égal au niveau de l'intérieur. Parce que je vous rassure qu'il y a des jeunes très dynamiques à l'intérieur. Parce que ces jeunes-là ont une vision, ont des objectifs très clairs. Et même quand ils viennent ici, on étudie avec eux, même quand ils viennent ici, ils sont là, premièrement, pour les études. Ils sont là, deuxièmement, parce qu'ils ont une vision à réaliser, en fait. Ils ont un objectif à atteindre. Et ils n'ont pas besoin d'aller de gauche à droite, se mettre dans des distractions et tiétries. Non, ils sont très concentrés par rapport à ce qu'ils veulent, en fait, réaliser. C'est différent avec nous, ici, les Quinois. Très distrait. On est trop distrait. On passe plus de nos 24 heures dans les distractions. Et lorsqu'il s'agit de s'élever pour un mouvement, on s'est dit non mais voilà, c'est comme ça la politique et tout, moi je ne peux pas. Mais si tu ne t'intéresses pas, qui va s'intéresser à ta place? Si tu ne fais rien, qui fera à ta place? Il est question de prendre conscience, nous jeunes, mais aussi que le gouvernement répond à ses devoirs en tant que tutelle. Voilà. Merci beaucoup, Karen. Dis-moi, Mike, dans la même optique, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes fainéants qui ne veulent pas parfois se lever. On a vu ce qui s'est passé au Népal avec le gouvernement. Et d'où, parfois, je me dis, c'est vrai qu'on voit de moins en moins ce genre de mouvement, des jeunes qui se lèvent, qui protestent. Est-ce que tu penses que c'est une culture qui devrait revenir donc à la mode, ou c'est vraiment quelque chose qu'on doit, disons, bannir ou diminuer, ou c'est une culture qui devrait revenir? Moi, je trouve que ça doit être activé d'une autre façon, parce que nous remarquons que tout ce que le gouvernement nous propose à la jeunesse, ça ne se réalise pas. Déjà, vous venez de donner vos idées, donner de formation à ces jeunes-là et tout ce qui va avec. Est-ce que ces gens-là sont-ils fiables pour leur confier cette tâche? Parce que les Congolais, lorsque tu lui donnes des opportunités, ils voient premièrement de l'argent. Vous voyez. Alors, quant à moi, déjà, ils doivent passer par mettre les gens, pour que les gens puissent prendre la conscience, avoir de l'intentionnalité. C'est même le terme que j'avais utilisé lors de ma propagande lorsque j'avais postulé. Alors, l'intentionnalité, ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse à avoir la conscience. Parce qu'une fois que vous avez la conscience, une fois que vous savez ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez devenir, vous allez vous donner à fond. Alors, moi, je vais demander à ce que on puisse trouver des gens fiables. Pourquoi pas? Parce que maintenant, là, lorsqu'on parle de fiabilité, même si vous prenez un chrétien, vous la mettiez, ils vont se dire, ah, voilà, ce sont eux qui ont vendu Jésus et tout ce qui va avec. Et voire même, les chrétiens ne sont plus même considérés. Parce que, eux aussi, ils se sont dit, bon, si on continue de se mettre dans la peau de l'agneau, c'est qu'ils vont nous dévorer. Donc, le mieux à faire maintenant, c'est de trouver des gens conscients, des gens fiables, pour donner cette opportunité à nos jeunes, pourquoi pas. Et puis, je voulais contredire un peu mon frère, là où il avait dit
de ne pas continuer à donner à ces jeunes les habits, à manger tout ce qui va avec. Si on s'entend d'ici, vous allez voir, il y aura des mamans qui vont commencer à venir nous présenter des notices. Voilà, nous faisons partie de tel... Moi, je ne les crois plus. Hein, voilà, nous faisons partie de tel orphelinat, tout ce qui va avec. Alors, quant aux gens qui ont de cœur... de la générosité, alors ils vont toujours continuer à donner. Ok. Lorsque vous dites que non, il ne faut plus continuer à leur donner, moi je crois que si on arrête maintenant et qu'on s'étire de mettre ces jeunes, de trouver une façon ou de manière pour le mettre à apprendre et à devenir ce qu'il compte devenir pour notre pays, on doit d'abord, ça doit nous prendre du temps. Est-ce que moi je vais demander à ces gens-là qui ont le bon cœur et que de continuer? J'ose croire que dans les différents orphelinats, il y a ces orphelins-là qui partent dans des écoles. Dans des écoles, il y a ces orphelins-là qui... Oui, il y en a qui accompagnent certains. Oui, voilà. Alors, je vous en supplie de continuer. Mais le mieux à faire est que qu'ils puissent donner des conseils à ces gens-là, en telle sorte que nous ne serons pas dans la capacité de continuer à donner à tout moment. Ce que vous devrez faire pour nous aider également, ils peuvent trouver des encadreurs, comme on le fait dans nos maisons. Pourquoi pas appeler des encadreurs pour essayer aussi, au lieu d'attendre seulement le gouvernement de créer des formations et tout ce qui va avec, pourquoi pas à ces gens-là, de trouver des encadrés pour essayer de donner quelque chose de meilleur à ces enfants-là, pour que l'avenir de notre pays puisse trouver un peu de la lumière de ces côtés-là. Merci beaucoup, cher Mike. On va chuter avec le côté religion, justement. Bien que, comme je le disais tantôt, moi je pense que, bon, pour vous ramasser un peu, on peut faire les deux. On va pour former et on va pour donner des habits en même temps. Parce que si on ne donne plus, ces gens-là seront quand même dans des situations assez complexes. Je me tourne vers toi, Anna, avant que j'aille vers José. C'est vrai qu'il y a des gens de mauvaise foi qui disent que la religion abrutit. Mais évidemment, dans un point de vue intellectuel, je pense que les jeunes aujourd'hui sont, même ceux qui sont beaucoup plus focus sur la religion, est-ce qu'il y en a qui ont quand même des petites valeurs pour se dire que, ok, il faut quand même que je pense à l'avancement des jeunes, à l'avancement de mon pays. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, un jeune ministre de Dieu, il a son église, il a son groupe, il a 1 million de gens qui le suivent, mais il n'y a pas cette communication de valeurs, par exemple, cette communication de conscience collective par rapport au pays. Donc, selon ton observation, est-ce que la religion nous abrutit vraiment ou ça peut toujours être une grande aide? Alors, personnellement, je suis chrétienne. Okay. Très chrétienne. Je sers à l'église, la totale. Franchement, je suis vraiment chrétienne. Est-ce que c'est pour autant que je ne suis pas bonne dans mon domaine? Non. Enfin, là, tout de suite, je suis en train de faire des études. Je suis presque toujours première de ma promotion. En dehors de ça, je me distingue dans le domaine dans lequel je suis. Je pense que je suis la plus jeune environnementaliste de la RDC, quoique ma structure est naissante. Alors, dire que la religion abrutit, non. Quoique actuellement, la religion devient un peu une distraction en RDC, il faut se le dire clairement. En dehors du fait qu'on soit chrétien, il faut dire les choses clairement. La religion devient une claire distraction en RDC, on voit des églises un peu partout, il y a des personnes qui donnent, c'est devenu carrément un commerce d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? C'est devenu un commerce en RDC, la religion c'est vraiment devenu un commerce en RDC, donc oui, dans une certaine optique, la religion pourrait abrutir. Mais dans une autre optique, qu'est-ce qui vous empêche de rallier religion et esprit élitique? Qu'est-ce qui vous dit que quand on est chrétien, on ne peut pas faire partie de l'élite, on ne peut pas faire partie de personnes. On ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. D'ailleurs, la Bible même dit, je ne retiens pas les versets, vous allez m'excuser, la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. À un certain moment, quand tu n'es pas doué dans un certain domaine, ça veut dire que tu ne vas pas te retrouver dedans. Donc, la religion n'a jamais blâmé le fait de travailler dur. La religion n'a jamais blâmé le fait d'être parmi les grands, le fait de faire bien les choses. Actuellement, nous le voyons, nous les vivons. Je ne sais pas, conseiller de je ne sais qui, chrétien, pasteur, ministre de pasteur, ministre de
pasteur. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet, pasteur. Donc à un certain moment, je pense que la religion n'empêche en rien, ou alors la religion n'est pas une excuse pour tomber dans certaines choses. Et la religion ne t'empêche en rien de faire bien ce que tu es en train de faire. Et on ne devrait donc on ne devrait pas accuser la religion pour ce que donc on ne peut pas accuser la religion pour nos irresponsabilités. Et c'est ce qui est en train de se passer en RDC. Quand quelqu'un fait quelque chose mal, on dit c'est un chrétien, ou c'est un musulman, ou je ne sais pas, puisqu'on est dans un pays laïque, mais on dit ah lui c'est un chrétien, un pasteur fait ça, un imam fait ça, alors que normalement c'est pas censé être ça. Normalement, c'est pas censé être ça. Il y a la personnalité spirituelle, donc il y a le ministère spirituel et les ministères politiques ou administratifs, on devait séparer les deux. Quand tu viens au pouvoir, tu ne viens pas dans l'optique de je suis pasteur, tu viens dans l'optique de je suis ministre de telle chose, je suis directeur de cabinet de telle chose. Ton ministère pastoral et ton ministère administratif doivent nécessairement se être différencier. séparés, oui. Donc en soi, la religion n'a jamais abruti. Disons que nous essayons juste de nous trouver des excuses, tout simplement. Je t'assure. Merci beaucoup. Anna, on est à la fin, les amis. Je crois qu'on va faire un tour de table pour trouver évidemment nos solutions concrètes, parce que c'est bien de critiquer, mais il faut... Wait, please. Parce que c'est vrai il faut toujours critiquer, mais il faut quand même aussi apporter des solutions, il faut apporter des choses concrètes. Je crois qu'on va commencer par toi, Keren. On va faire un tour de table rapide pour un mot de la fin. Évidemment, des solutions concrètes. On en répète encore, mais évidemment, ça fait toujours plaisir. Évidemment, selon ce que tu vois par rapport à l'actualité, à certains ministères ou même à la jeunesse congolaise entière, on va apporter 2-3 solutions. Puis tu as ton mot de la fin et ceux qui libèrent les alliés sont à l'aise. Et tour de table rapide. Vas-y. Alors, déjà, j'ai dit merci Charlie d'avoir toujours pensé à m'appeler dans ces beaux plateaux de la RTGA. C'est un espace qui nous permet vraiment à nos jeunes de s'exprimer, mais également d'apporter des solutions d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je m'adresse primo à la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes les acteurs de notre changement du pays. Alors, on ne peut pas justement parler des questions de changement de mentalité parce que nous avions la mentalité. On ne peut pas non plus parler de l'éveil de la conscience parce que nous avions la conscience. Et donc, il est justement question que nous prenons, nous avons cette conscience, mais que nous prenons maintenant des dispositions afin de pouvoir travailler au profit de notre société. Certes, la société, il y a ma famille d'une partie, mais également nous voulons vraiment améliorer notre pays. Notre beau pays qui est vraiment voulu par tout le monde. Et donc, on doit reconnaître la valeur, les cultures de notre pays. Et ne pas se laisser emporter par l'influence, par les futilités. J'ouvre une parenthèse en disant qu'aujourd'hui, en tout cas, les winners a détruit la jeunesse. Et ça fait toujours mal de voir un jeune se lever le matin jusqu'au soir, ne penser qu'à jouer au winner pour gagner et tout. Donc, c'est entre guillemets, c'est détourner la jeunesse via ses responsabilités vis-à-vis de la société. Malheureusement, ouais. Et donc, en deuxième, je vais parler au gouvernement, plus particulièrement à la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Moi, personnellement, je crois, parce qu'on ne peut pas juger car tu n'es pas encore dans les actions. On ne pourra t'évaluer qu'une fois tu auras fini ton mandat. Alors, pour l'instant, nous, jeunes Congolais, nous croyons à ce que tu es capable de faire et nous demandons de mieux le faire, de rester vraiment en contact permanent avec les responsables qui sont près de la jeunesse, mais surtout d'annuler les consultations de la jeunesse car les problèmes de la jeunesse est connu de tous. Et pour clore, les solutions est justement de former les jeunes. Quand on dit former les jeunes, moi étant jeune, j'ai commencé la G1 en 2020. Aujourd'hui, je suis en deuxième doctorat, mais avec 5 brevets de formation que je l'ai fait de moi-même. Il y a de ces formations gratuites, il y a des formations que j'ai dû payer. Je ne veux pas attendre que les gouvernements mettent en place des formations pour que j'apprenne. Si je vais développer une compétence, je cherche un moyen pour pouvoir acquérir ces compétences et toutes ces nouvelles connaissances. Et donc, la responsabilité est répartie. Au gouvernement de mettre des centres de formation, que ce soit ici dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, et aussi aux jeunes de savoir comment s'orienter dans vos divers domaines, mais aussi de ne pas rester
figé sur votre domaine parce que le monde évolue avec une vitesse que si tu es figé dans un seul domaine, tu resteras ignorant dans d'autres domaines. Il n'est pas question de tout s'accaparer, mais justement d'avoir quelques connaissances dans différents domaines. Voilà, donc je pense que pour parler d'autres choses, les autres vont certainement me compléter. Mais j'aimerais m'adresser aux jeunes avec qui je travaille, aux jeunes dynamiques. Je sais que vous croyez en mes compétences, vous croyez en moi. J'ai toujours dit que je ne veux pas être la seule à arriver au sommet, mais j'aimerais que nous arrivions tous au sommet. Alors, libérez vos potentiels, développez vos compétences et ensemble, on va pouvoir construire quelque chose de merveilleux pour contribuer au développement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, Karen. Toujours très intéressante. Vas-y, José, on termine. Bon, pour ce qui est des mots de la fin, je ne serai surtout pas prolixe et large. Je serai très concis que possible. Mon mot de la fin, effectivement, s'adresse à Madame Grace Coutinho, à notre ministre de la Jeunesse, et surtout d'abord demander aux jeunes Congolais d'arrêter avec de critiques subjectives. C'est-à-dire qu'on ne, même si aujourd'hui on décide de détester quelqu'un, on ne peut pas revenir sur des erreurs qui ne vont surtout pas nous aider à avancer. Il est certes vrai que le français est notre langue officielle. Il est certes vrai que c'est inéluctable aujourd'hui pour les officiels d'apprendre le français. Mais un pays ne s'est jamais développé avec la langue, un pays se développe avec les actions. C'est dans cette perspective que je demande aux jeunes, s'il vous plaît, de critiquer son Excellence Madame Grace Coutinho, mais faisons des critiques objectives. Et une critique objective s'accompagne toujours des propositions. Une critique objective s'accompagne toujours des alternatives. Donc à Madame Grace Coutinho, qu'elle travaille, parce qu'en réalité, elle entre aujourd'hui de diriger un ministère qui est très sévère, parce que la jeunesse représente, à ce que je sache, 70% aujourd'hui de la population. Et je lui demanderai même dans cette optique d'associer certains entrepreneurs qui se sont investis pour aider les jeunes. En l'occurrence, il y a l'entrepreneur Christian Lunga sur X, si je le connais. C'est au moins quelqu'un qui s'est investi à aider le jeune. Il a disponibilisé de ses moyens pour aider le jeune. Et en tant que tel, Mme Grace Coutinho devrait fournir un effort de faire de son partenaire, mais aussi d'autres entrepreneurs. Mais aussi pour ce qui est de la religion, c'est là que je chute. La religion nous abrutit, la religion nous emprisonne, et la religion c'est l'opium du peuple. Regardez, même en République démocratique du Congo, on y est place pour nous d'acheter les armes pour finir la guerre à l'Est. Et qu'est-ce qu'on a préféré faire? On a préféré prier au stade de martyrs pour envoyer au M23 l'armée céleste, alors qu'on devrait fournir un effort d'acheter les armes afin de finir la guerre à l'Est. Donc la religion aujourd'hui c'est l'opium du peuple, la religion c'est la dictature, la religion c'est la pensée unique. La religion crée des croyants, mais la religion ne crée pas des penseurs. Donc qu'on s'écarte un peu de cette religion parce qu'en réalité, elle nous distrait. Et même Dieu lui-même n'a pas de religion. Les chrétiens diront que Dieu est chrétien, les musulmans diront que Dieu est musulman, les bouddhistes diront que Dieu est bouddhiste. Donc c'est une cacophonie, c'est une religion. Ce n'est pas pour autant dire que je ne crois pas, moi je suis chrétien, mais qu'on accorde une importance particulière à cette religion. Parce que pour les religieux, surtout, lorsque le responsable s'écarte de la logique, lorsque vous essayez de réfléchir, on vous dit ne jugez point, ne touchez pas à mes oreilles. Donc là, nous, on ne juge pas. Merci beaucoup, cher José. Mike, c'est à toi. Oui, merci. Pour finir ou pour conclure mes propos, je dirais ceci. La jeunesse congolaise est confrontée à un décalage de promesses non réalisables. Alors, ce que je vais demander à la dame, la ministre de la Jeunesse, est de transformer la jeunesse des promesses, victime des promesses, pardon, à une jeunesse si je peux le dire ainsi, de victimes des réalisations, ou une jeunesse qui a plus de réalisations que de promesses. Alors, pour finaliser, je vais citer un peu du côté religion, comme mon frère vient de le dire. Alors, faut pas toujours condamner le religieux. Okay. Parce que
et ils s'épanchent du côté de ce que le pasteur leur dit. Voilà. Ils respectent plus le pasteur, beaucoup de religieux respectent plus le pasteur que voire même ses parents. Alors, le mieux à faire maintenant, c'est de demander à nos très chers pasteurs de montrer aux jeunes, de leur pousser de se donner, de leur dire que l'avenir de notre pays nous appartient à tous. Il ne faut pas rester les bras croisés pour attendre jusqu'à ce que le gouvernement va venir faire quelque chose avec des promesses qui sont non réalisables déjà. Alors, mettons-nous, soutenons-nous et puis donnez le meilleur de nous pour que notre pays essaie d'avancer et puis agir quand il faut. Il ne faut pas seulement attendre à ce qu'on vienne te proposer de faire des marches ou tout ce qui va avec, mais il faut agir quand il s'agit d'agir et puis agir avec beaucoup de sagesse. Parce que j'ai remarqué que beaucoup des intellectuels, ils ont tué le pays. Ça serait mieux qu'on essaie un peu de mettre les sages, parce que, à ma connaissance, beaucoup de rois consultaient les sages, au lieu de consulter les intellectuels. Alors, j'ose croire que la sagesse peut-être va nous apporter quelque chose, au lieu d'essayer de consulter les intellectuels. Merci. Très intéressant ce que tu as dit. On termine avec toi, Anna, rapidement, please. Alors, déjà, on commence par la religion. Pourquoi demander aux gens qui ne sont pas aptes à faire des choses à le faire? On ne va pas demander aux pasteurs de payer les armes, c'est pas eux de le faire. Ils agissent à leur niveau, ils organisent des croisades au stade, d'accord, c'est ça leur niveau. C'est au gouvernement d'acheter des armes, c'est aux personnes qui sont dans l'armée, c'est à eux qu'on va donner les armes, c'est pas aux pasteurs qu'on va donner les armes aux fidèles de l'église. Moi, en tant que jeune, moi j'ai sensibilisé sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Là, mon niveau, j'aimerais bien partir au terrain, me battre, mais je peux pas le faire puisque là n'est pas mon niveau. Pour les pasteurs aussi, c'est leur niveau d'organiser des croisades dans les stades, faire de prières. Là, leur niveau. Madame, je ne vous coupe pas la parole, non, mais vous devez savoir. Il faut qu'on finisse. Alors, deuxièmement, l'entrepreneuriat. Alors, je pense que l'entrepreneuriat reste le moyen le plus crédible pour quitter le chômage. Et le problème premier de la jeunesse en RDC, c'est le chômage. Même si on parle formation, même si on parle études, même si le problème premier reste quand même le chômage, l'employabilité du chômage. Alors si les entrepreneurs sentaient que l'environnement de la RDC était un peu plus favorable, c'est-à-dire fiscalité, accès au financement, les administrations pas très longues, l'accès, obtenir des papiers pas très longs, si les entrepreneurs de la RDC sentaient que c'était un peu plus facile et que l'environnement était plus favorable, cela créerait de l'emploi non seulement pour les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui peuvent d'autres jeunes. Évidemment. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est alléger les systèmes pour les jeunes entrepreneurs, afin de mettre on ne va pas mettre fin au chômage, mais afin de réduire le chômage en RDC. Et s'il faut que j'atterris en disant ceci, nous représentons, nous, en tant que jeunes, 70% de la population, ou 60% si je ne me trompe pas. Mais pourquoi, certes, les promesses non tenues et le manque d'exemples pèsent énormément sur la jeunesse congolaise, mais pourquoi continuer à attendre des héros qui viendront d'ailleurs, ou alors continuer à accuser les autres au lieu de nous accuser nous? Le problème ici, c'est que nous tous, nous essayons d'être spectateurs du changement au lieu d'en être acteurs. Malheureusement. Pourquoi ne pas être acteur actif de ces changements au lieu d'attendre qu'il y ait un exemple, qu'il y ait un seul qui va sortir de la foule et dire voilà, moi je suis leader de jeunes et tout. Pourquoi attendre ça nécessairement? Ou alors pourquoi accuser un tel ou un tel parce qu'il ne s'est pas démarqué comme étant un jeune leader alors que toi tu aurais pu te démarquer comme étant un jeune leader? Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Anna. Merci à chacun de vous, les amis. C'était très intéressant. Je verrai comment on pourra, pourquoi pas, apporter une partie 2 parce que ce thème, il est tellement vaste et très, très intéressant. Il y a beaucoup de thématiques qu'on n'a pas touchées. Mais merci à vous, en tout cas. On est à la fin, les amis. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Évidemment, dans Carrefour, comme tous les matins, on discute sur des sujets toujours aussi intéressants, toujours aussi pertinents. C'est vrai qu'on critique, mais il faut aussi apporter des solutions, comme chacun de nous l'a dit. Mais je pense que s'il y a un mot qu'on a martelé, évidemment, formation et entrepreneuriat, mais facilitation aussi du secteur entrepreneurial, parce que c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, mais c'est un parcours du combattant avant d'être éligible et de pouvoir avoir donc des financements, voire même autres. On est à la fin, donc comme je le disais, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve ce jeudi pour Carrefour Religion et mardi prochain pour un autre Carrefour
pour un autre Carrefour Société. On va terminer avec cette chanson donc, du frère Trésor, cet adorateur donc, qui a chanté la chanson Yesunde Makambu. C'est par là qu'on va terminer cette émission. Comme je l'ai dit, on se retrouve jeudi pour Carrefour Religion et mardi prochain pour Carrefour Société. Ne l'oubliez jamais, les amis. L'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt.